et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue dans cette édition du 28 juillet 2020. D'abord, les principaux titres. Le gouvernement burundais s'engage à lutter pour la levée des sanctions internationales. Le chef de la diplomatie burundaise l'a déclaré lors d'un entretien sur lequel vous aurez les détails dans cette édition. Et la lutte contre la corruption, c'est l'autre chantier dans lequel le gouvernement burundais s'est engagé. Mais certains analystes estiment que les gros poissons ne sont pas du tout inquiétés. Et le procureur général de la République doit veiller à ce que la loi pénale soit rigoureusement appliquée. Un juriste évoque les messages de haine véhiculés par un certain Kenny Claude Nduimana. Vous aurez également les détails dans cette édition réalisée au niveau technique par Fabrice Dimurukundo et Steve Nyungeko. Tout de suite, le développement de ces titres. Démarrons par la page sécurité. Un cadavre décapité a été découvert ce matin sur la colline Kivuvu, zone Mutoi, commune Bugendana. Nous sommes en province Gitega. La victime a été identifiée sous le nom de Prime Sindiwagira. Selon les témoins, Prime Sindiwagira a été attaqué en cours de route hier soir vers 21h alors qu'il rentrait chez lui en provenance d'Ambisro. Les auteurs de ce meurtre n'ont pas été identifiés. La police indique que les enquêtes sont en cours. Et le Conseil national de communication chargé de contrôler les médias au Burundi ne reconnaît pas Kenny Claude Nduimana comme journaliste burundais. Pourtant, ce dernier couvre officiellement depuis des années les activités gouvernementales, une couverture médiatique qu'il effectue sur invitation de certaines autorités burundaises. Inès Gakiza a enquêté pour nous. Kenny Claude Nduimana a exercé à la radio privée CCIB FM+, comme stagiaire en 2018. Durant plus de 6 mois qu'il a passé dans cette radio, il s'est révélé extrémiste Hutu. Une des raisons à l'origine de la suspension de son stage, nous ont informé nos sources à CCIB FM+. Sur le compte Twitter du journal Izuba, journal pour lequel il dit prester, tout comme sur sa chaîne YouTube, chaîne appelée Kenny Claude Nduimana poste beaucoup plus des informations concernant les massacres commis dans le passé au Burundi, des massacres qu'il présente toujours comme un génocide des Hutus perpétré par les Tutsis. Sur ces deux comptes, on y retrouve toutes les activités de la commission Vérité et Réconciliation mise en place pour enquêter sur les crimes qui ont endeuillé le Burundi. Sur son compte YouTube, il poste des vidéos dans lesquelles on le voit accomplissant le métier de journaliste. Durant ce mois de juillet, Kenny Claude Nduimana a couvert la descente de la commission sévère en province Gitega. C'était pour exhumer les restes humains à Mutobo et Nyambero. Sur des images, on voit Kenny Claude Nduimana tendant le micro à Pierre Claver Ndayichariye, président de la CVR. À côté d'eux, l'on voit Denise Sindokote et Aloïse Balichako, deux commissaires de la CVR qui furent tous des journalistes. Le 16 de ce mois en cours, la CVR a organisé une conférence de presse dans cette même province Gitega. Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube en date du 18 juillet, Kenny Claude Nduimana faisait partie du groupe de journalistes qui posaient des questions aux conférenciers. Avant de poser les questions, chacun se présentait, donnant son nom et le nom du média pour lequel il travaille. En plus de ces activités organisées par la CVR, Kenny Claude Nduimana organise des entretiens avec la population, recueillant des témoignages sur ces crimes du passé, comme on peut le voir dans les vidéos mises en ligne sur sa chaîne YouTube. À titre illustratif, vers la fin du mois de janvier de cette année, il a regroupé tout près des bureaux de la commune Nega une dizaine d'habitants de cette commune Nega de la province Kirundo. Dans la vidéo qu'il a postée le 30 de ce mois de janvier, il disait enquêter sur les crimes de Nega et Marangara.
Le journal Izuwa s'est déplacé pour mener ses enquêtes auprès des habitants d'Onega. Bonjour à tous, disait Kenny Claude. Après ces entretiens, Kenny Claude a été accueilli par le conseiller de l'administrateur de la commune Nega, chargé du développement, Ninhwaza Dieu-Aimé. Il l'a reçu dans son bureau pour parler justement de ces mêmes crimes, voit-on dans la même vidéo. Le compte Twitter du journal Izuwa a été créé en avril 2017 et parmi les abonnés à ce compte trouve-t-on des organes étatiques comme la CVR, le bureau de l'ombudsman et certaines provinces. On retrouve également sur la liste des abonnés du compte Twitter du journal Izuwa certaines autorités. Sur son compte Twitter personnel, Kenny Claude Nduwimana se présente comme un journaliste indépendant, même si le Conseil national de la communication a dit ce lundi ne pas reconnaître Kenny Claude Nduwimana comme faisant partie de la famille des journalistes burundais, alors qu'il exerce comme tout journaliste depuis des années. Parmi ses missions, le CNC contrôle des activités des journaux en ligne comme celle des radios. Les journaux en ligne doivent se faire enregistrer auprès du CNC et présenter aussi leur ligne éditoriale, stipule la loi régissant la presse au Burundi. Le CNC a aussi dans ses missions l'obligation de contrôler le travail des journalistes indépendants et de s'assurer qu'ils respectent les lois en vigueur au Burundi. Et un juriste s'inquiète de l'attitude du gouvernement face à la situation, le silence et l'inaction des autorités du pays à propos des appels déguisés d'extermination d'une partie de la population burundaise par Kenny Claude risque de faire croire que l'autorité approuve ces propos. Telle est l'analyse de maître Bashirahishize Dieudonné. Il précise que chaque fois qu'il y a une infraction qui est commise, le procureur général de la République doit veiller à ce que la loi pénale soit rigoureusement appliquée. Suivez plutôt maître Dieudonné Bashirahishize. L'humanité ayant déjà traversé pas mal d'horreurs qui ont commencé par des discours de la haine. Et là, on rappellerait le génocide des Juifs qui a été commis par les nazis, lequel génocide a commencé exactement par des discours de la haine qui allaient jusqu'à la déshumanisation. Au Rwanda, on a assisté aux activités de la radio Mille Collines qui considérait les Tutsis comme n'étant pas de personnes au vrai sens du terme et qui banalisait donc même l'extermination, pour ne pas dire appeler plutôt à l'extermination de cette partie de la communauté. Et la région des Grands Lacs souffre notamment, parmi les grands mots, l'idéologie du génocide qui plane sur la région. Que donc au Burundi, un pays qui a été épinglé par les Nations Unies en 1996 comme ayant déjà connu des actes de génocide qui ont été commis sur son sol, que ce pays prenne à la légère des appels répétés à la haine, des appels déguisés à l'extermination d'une partie de la population, le fait de ne pas agir risque de faire croire que l'autorité approuve ces propos on ne peut plus graves. Par rapport aux autorités qui auraient dû s'impliquer pour arrêter la propagation de ces discours de la haine ou pour essayer de le poursuivre devant la loi, il y a notamment le procureur général de la République. Chaque fois qu'il y a une infraction qui est commise, il doit instruire les officiers de la police judiciaire ou les officiers du ministère public qui sont établis dans tout le pays à poursuivre ce genre de cas, à veiller à ce que la loi pénale soit rigoureusement appliquée. L'autre autorité qui aurait dû s'impliquer, c'est notamment le Conseil national de la communication, surtout que cette personne se comporte comme un journaliste s'il ne l'est pas réellement. Si par extraordinaire cette personne utilise abusivement ou s'octroie la qualité de journaliste sans toutefois l'être, le Conseil national de la communication aurait dû le traîner en justice en vertu de l'article 355 qui réprime l'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique. Pour maître Dieudonné Bashirahishize, Kenny Claude Nduwimana devrait être sanctionné conformément à l'article 266 qui sanctionne la version raciale et ou ethnique. Il interpelle les Nations Unies à suivre de près l'évolution de la situation sociopolitique au Burundi. Suivez encore une fois maître Dieudonné Bashirahishize.
Quant au ministère public, il aurait dû le poursuivre notamment pour l'incitation au génocide en vertu de l'article 204 du Code pénal. Quelqu'un qui va jusqu'à déshumaniser une partie de la population, il ne fait qu'un appel implicite à l'extermination de cette communauté visée. Ou à défaut, si en analysant selon le contenu de ses propos, on constate qu'il s'agit uniquement de la haine ethnique, mais qu'on ne va pas jusqu'à inciter au génocide, il y a l'article 266 qui sanctionne la version raciale ou ethnique qui devrait s'appliquer. En tout état de cause, un comportement aussi répréhensible qui appelle à la haine et qui marginalise une partie de la communauté burundaise ne pourrait pas rester impuni ni têter les soutiens dont il doit bénéficier à l'intérieur du système burundais. C'est une occasion pour nous d'en appeler par ailleurs aux Nations Unies à suivre de près l'évolution de la situation sociopolitique au Burundi, parce que si au XXIe siècle, au moment où les États ont l'obligation erga omnes de réprimer et de lutter contre l'idéologie qui sème la haine, qui appelle à l'extermination d'une partie de l'humanité, les Nations Unies doivent rester vigilants pour qu'ils puissent parer à toutes sortes d'escalades, parce que du moment que de tels propagandistes de la haine, du moment qu'ils ne sont pas poursuivis, il y a de forts risques qu'ils soient fortement soutenus à l'intérieur et que le pire peut même arriver si jamais les Burundais eux-mêmes ne sont pas vigilants et si la communauté internationale n'accompagne pas les Burundais convenablement. Parlons santé sans transition. 378 personnes sur 13 573 ont été testées positives à la COVID-19 au niveau national depuis son apparition au Burundi. Parmi ces personnes, 187 ont été testées positives depuis le début de la campagne de dépistage pour ceux qui présentent des symptômes de ce coronavirus en mairie de Bujumbura et dans certaines provinces du pays. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida indique que jusqu'à présent, seule une personne a été tuée par ce virus dans tout le pays. Puisque nous parlons du ministère de la Santé publique, un responsable d'un centre de santé qui sera accusé de malversation remboursera d'abord le montant volé avant d'être traduit en justice. Propos du ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida dans une rencontre ce lundi avec tous les responsables. C'est notamment les fonctionnaires du cabinet du ministre, les médecins provinciaux, les directeurs des districts de santé et des hôpitaux. Tade Ndikumana ajoute que l'objectif de cette rencontre était d'analyser ensemble la décentralisation des soins de santé. Suivez Tade Ndikumana. On devra planifier des actions prioritaires qui seront présentées au niveau du Conseil des ministres pour qu'on puisse évaluer notre ministère. Ce sont des actions qui étaient déjà planifiées, mais nous avons demandé à tout un chacun de choisir les 3 actions principales avec des indicateurs vérifiables. Alors, pour pouvoir planifier, il faut d'abord planifier les ressources humaines et nous devrions, au cours de cette semaine, chaque service doit faire le job description, c'est-à-dire donner du travail à tout le personnel. On va décrire le rôle de tout un chacun. Certainement qu'il y aura des gens qui ne vont pas trouver de responsabilité dans la mise en œuvre d'emploi. Alors ceux-là pourront être réaffectés dans d'autres services ou dans d'autres ministères. Deuxièmement, c'était la bonne gouvernance et nous avons réitéré la recommandation de la retraite et qui sache que chaque responsable doit être garant de la bonne gouvernance, de la bonne gestion de la chose publique et surtout au niveau des centres de santé et des hôpitaux. Et troisièmement, c'était en rapport avec, je dirais, l'investissement au niveau des priorités du gouvernement et surtout par rapport à la décentralisation des soins de santé. Et nous voulons tendre l'accès aux soins au niveau primaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va planifier l'extension des centres de santé qui deviendront des hôpitaux communaux, mais aussi comment on va construire des postes de soins au niveau des collines qui ne disposent pas de centres de santé. Et la question de corruption, là, on ne va pas tergiverser. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera surpris devra d'abord remettre la somme, subtiliser, et puis la justice va faire son travail. Donc c'est tu remets l'argent,
tu es limogé et la justice fait son travail. Dans ce cadre de lutte contre la corruption, le substitut du procureur de Bubanza est détenu depuis hier soir. Janvier Girukushaka est détenu au commissariat provincial de la police de Bubanza. Ce cadre du ministère de la Justice a été arrêté à Kizina, en commune Bubanza. Selon des sources sur place, il aurait été attrapé par la population en train de percevoir des pots de vin. Toujours selon cette source, Janvier Girukushaka aurait perçu 400 000 francs burundais. Des sources du parquet de Bubanza indiquent que ce substitut du procureur sera conduit au parquet général près la cour anti-corruption. Et ça fait à peu près d'un mois depuis que le nouveau gouvernement de Gitega a déclaré vouloir s'engager dans cette politique de tolérance zéro contre la corruption. L'annonce avait été faite le jour de la prestation de serment de nouveaux ministres. Cependant, le gouvernement semble avoir omis ne serait-ce que les étapes qui constituaient la fondation de cette politique, la déclaration des biens de chacun des membres du gouvernement dès l'entrée en fonction. Éloge divin Remèche. Deux articles sont violés par les différents dirigeants du pays. L'article 95 de la Constitution et l'article 29 de la loi anticorruption. L'article 95 de la Constitution stipule que le président de la République, le vice-président, le premier ministre et tous les ministres, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, sont tenus de faire une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême. Cet article est appuyé par l'article 29 de la loi anticorruption. Celui-là stipule que dans un délai n'excédant pas 15 jours, à partir de leur entrée en fonction, les hauts dirigeants du pays sont tenus de déposer à la chambre judiciaire de la Cour suprême une déclaration certifiée de leurs biens, patrimoine, ainsi que de leurs conjoints et enfants mineurs. Ces deux articles n'ont pas été respectés par les différentes autorités du pays, y compris le numéro 1, Évariste Ndayishimiye. Les personnes qui s'intéressent au contexte politique du pays se demandent comment le gouvernement en place n'a pas encore exécuté ce que les deux articles stipulent afin que les autorités actuelles puissent être bien évaluées et arrêtées si elles sont accusées de corruption et de vol dans les caisses de l'État. Et ces personnes d'ajouter que la politique de lutte contre la corruption, qui selon elles témoigne d'une bonne gouvernance, devrait être orientée vers les hautes autorités qui sont citées dans plusieurs dossiers de corruption. Ces personnes s'appuient sur les arrestations qui sont signalées ces derniers jours. Des arrestations qui visent des policiers et des administratifs à la base, alors qu'il y a des ténors dans le secteur de la sécurité et dans l'administration qui ne sont pas inquiétés. Pour ces analystes, le discours prononcé par le président de la République lors de la prestation de serment des ministres devrait être soutenu par des actions concrètes qui sont évoquées dans l'article 95 de la Constitution et l'article 29 de la loi anticorruption. Et la situation se présente ainsi alors que le nouveau chef de la diplomatie burundaise promet de lutter bec et ongle pour que les sanctions prises contre le Burundi soient levées. Dans un entretien exclusif avec l'agence de presse russe Sputnik de France ce lundi, Albert Shingiro a aussi signifié qu'il attache une grande importance à la promotion de bonnes relations avec les pays voisins. Janvier Ninina Azoe revient sur les points saillants de cet entretien. Parmi les urgences diplomatiques, Albert Shingiro dit qu'il va faire de son mieux pour que les sanctions qui ont été prises contre le Burundi soient levées. Albert Shingiro parle aussi de son engagement à poursuivre la politique de rapatriement volontaire de réfugiés. À la question de l'agence de presse Sputnik relative à ce que l'on évoque dans les médias sur l'envie du Burundi de se distancer de l'Occident, Albert Shingiro a répondu que l'Occident reste un partenaire du Burundi de longue date, malgré les quelques soucis observés entre 2015 et 2020 avec certains pays de cette région. Pour ce qui est des relations avec l'Union européenne, Albert Shingiro dit que le Burundi s'attend surtout à la révision de l'accord de Cotonou et la levée totale des sanctions qui ont été prises contre le Burundi dans leur précipitation en 2015. Des sanctions prises sur base de l'article 96 de cet accord, précise le numéro 1 de la diplomatie burundaise. S'agissant de ses priorités diplomatiques avec les pays
pays voisin du Burundi dans la région de l'Afrique de l'Est, Albert Shingiro a répondu à Sputnik qu'il attache une grande importance au respect par tous des instruments juridiques régionaux en matière de paix, de sécurité et de développement. De même que pour les pactes de non-agression et de promotion des relations de bon voisinage dans la région. Comme on ne choisit pas ses parents, de même, on ne choisit pas ses voisins, a déclaré à l'agence de presse Sputnik le nouveau chef de la diplomatie burundaise. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gihugu. Vous nous suivez également sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous parlons justice. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. L'association Nabariza qui lutte pour la défense des prisonniers dit être préoccupée par la mise en application d'un délai de 2 mois fixé par la ministre de la Justice pour la comparution des détenus qui n'ont pas encore été entendus. Dans un point de presse animé ce mardi, le président de l'association Nabariza demande que les maisons de détention soient désengorgées. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. C'était en date du 24 juillet 2020 lorsque la ministre de la Justice a donné un délai de 2 mois pour la comparution de tous les prisonniers qui n'ont pas encore été auditionnés. Selon Janine Nibizi, ayant la justice dans ses attributions, cela rentre dans le cadre du désengorgement des maisons carcérales. Pourtant, l'association Nabariza, qui lutte pour la défense des prisonniers, doute de la mise en application de cette mesure. Au cours d'un point de presse animé ce mardi, Jean-Marie Chimirimana, président de cette association, a indiqué qu'il y a des détenus qui ne comparaissent jamais suite à de multiples raisons avancées par les juges. Nous saluons les mesures qui ont été prises par la ministre qui rappelle aux juges de vider tous les dossiers. Mais nous constatons qu'il y a des juges qui traînent encore les pieds. Certains prétextent qu'il leur est difficile de se déplacer pour aller auditionner les détenus qui ont été arrêtés en mairie de Bujumbura puis transférés à la prison de Rumonge ou de Bururi. Vous savez que l'audience peut être reportée suite à l'absence des témoins. Patientons pour ces 2 mois et nous allons conclure ensemble si la ministre de la Justice aura honoré son engagement. Le président de l'association Nabariza a été également interrogé sur la condamnation de 32 ans de prison à l'endroit de Germain Rukuki, activiste de l'association Akate Burundi, par le tribunal de grande instance de la commune Nahangwa. Au moment où cette décision a été annulée par la Cour suprême, Jean-Marie Chimirimana, responsable de l'association Nabariza, a signifié qu'il n'en était pas au courant, mais demande toutefois que justice soit faite. Sur la question de l'annulation de la décision par la Cour suprême, j'ai animé ce point de presse avant que je ne sois au courant de la situation et le motif de cette annulation. Mais si cela s'est passé ainsi, il faut que la justice soit indépendante. Vous savez qu'il y a certains dossiers qui sont traités par nous autres défenseurs des droits humains pour lesquels nous sommes poursuivis. Que des procès se déroulent sans considération de l'origine ou de la provenance de qui que ce soit. L'association Nabariza demande au président Evariste Ndayishimiye de libérer les prisonniers qui avaient été graciés par son prédécesseur, feu président Pierre Nkurunziza. Page éducation à présent, c'est aujourd'hui qu'a démarré la passation de l'examen d'État donnant accès à l'enseignement supérieur au niveau national. Il y a 68 399 candidats à cet examen. Selon le ministère de l'Éducation, parmi ces candidats, 1399 élèves font pour la 2e fois cet examen. 105 centres de passation sont prévus sur tout le territoire et cet examen d'État durera 4 jours. En page société, le savon bleu n'est plus facile à trouver dans la plupart des boutiques de la mairie de Bujumbura. La raison est que ce savon est la plus utilisée par la population depuis que le gouvernement a décidé de baisser son prix dans le but de lutter contre la Covid-19 au Burundi. Les détails avec Walter Kwizera. Trouver le savon bleu n'est pas facile dans les quartiers du nord de la mairie de Bujumbura depuis environ 2 semaines. Les habitants de ces quartiers indiquent que depuis la diminution du prix de ce savon dans le but de lutter contre la Covid-19, ce savon n'est plus disponible sur le marché.
On a diminué le prix du savon bleu. Ça s'achète à 150 francs seulement. Le problème est que ce savon n'est plus disponible. Il est distribué une fois au mois et par province. Donc, ce n'est pas facile de le trouver. Par exemple, ici, nous avons déjà épuisé le stock, alors que c'était le seul dont le prix a été revu. Selon toujours ses habitants, tout résulte du fait que la demande est devenue supérieure à l'offre. La raison de cette carence est que ce savon est de bonne qualité. Donc, le nombre de ceux qui l'utilisent a augmenté. Même ceux qui utilisaient les autres modèles de savon, tous utilisent le savon bleu pour le moment. Donc, comme ce savon est moins cher, ceux qui le cherchent sont nombreux par rapport à la quantité produite. Le 10 juillet dernier, une réunion tripartite s'est tenue. Étaient présents le ministère de la Santé, l'UNICEF et l'entreprise Savonor. C'est dans ce cadre que l'entreprise Savonor a eu la mission de produire plus de 10 millions de savons par mois. Mais le savon bleu est en carence sur le marché alors que le projet est dans son premier mois. Je rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Rendons-nous à présent sur les frontières burundo-congolaises. Certains Congolais sont pointés du doigt dans le trafic des marchandises frauduleuses sur la frontière burundo-congolaise en province Cibitoke. Arrivé au Burundi plutôt, c'est Congolais expédient ces marchandises aux destinataires. Ces Congolais se déguisent pour accomplir leur mission. Les détails avec Innocent Valentin Singirangao. 20 trafiquants congolais traversent chaque jour la frontière burundo-congolaise en passant par la rivière Rusizi sur le front de la colline Marambo 1 en commune Rugombo selon notre source en province de Cibitoke. Ces trafiquants congolais traversent la rivière Rusizi entre 23h et 1h du matin accompagnés d'un convoi de militaires congolais pour être accueillis par les militaires burundais. Ces Congolais munis de leurs marchandises composées de pagnes, piles et sachets en plastique circulent à bord d'un véhicule vers le quartier Swahili chez le vice-président du parti CNDD-FDD en commune Rugombo, connu sous le nom de Ramadan Sibomana. Ce dernier se charge de rationner ces trafiquants congolais et de payer les frais de transport pour ces marchandises. Toujours selon la même source, Bienvenue Dayambadje, ancien chef des Imbonerakure en province de Cibitoke, quant à lui, il arrive le matin amenant les habits islamiques qui sont par la suite portés par ces Congolais dans le but de se déguiser en musulmans pour ressembler à la population locale. Ces Congolais portaient ces habits jusqu'au soir vers 18h. À 18h, ces trafiquants congolais empruntent le chemin retour vers leur pays de provenance. Arrivés encore une fois à la rivière Rusizi, ils croisent un autre groupe de Congolais qui arrivent au Burundi pour accomplir la même mission. Les fraudeurs burundais dépensent beaucoup d'argent dans cette opération car ils sont obligés de donner des pots de vin aux militaires congolais et aux militaires burundais pour faciliter cette opération. Rendons-nous en Tanzanie pour clore cette édition. Une famille burundaise réfugiée au camp d'Onduta dans ce pays de la zone 2, village 5, dont un mari et une femme a été blessés à la machette par des personnes non encore identifiées. C'était hier soir. Nos sources dans ce camp indiquent que ces bourreaux ont également enlevé leur fille de 17 ans prénommée Irène. Autre chose est que ces personnes ont volé dans ce ménage 3 panneaux solaires, leur batterie et 2 téléphones. Selon toujours nos sources, les victimes ont été amenées à l'hôpital des Médecins Sans Frontières, MSF, où ils sont en train de bénéficier des soins de santé. Et voilà, fidèles auditeurs, c'est la fin du magazine Humura Burundi du 28 juillet 2020. Merci à MS Steve Nyungeko et à Fabrice Ndimurukundo pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, je vous présentais cette édition. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.